Bonsoir Fanny Lopez, et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau lundi soir. Merci à vous, salut. Du coup, on va pouvoir discuter de réseaux et d'électricité, dans un contexte où les, on va dire, déterminations géopolitiques des questions énergétiques nous apparaissent plutôt concrètes et quotidiennes. Loin des messages qui prolifèrent depuis la guerre en Ukraine, où des experts en relations internationales ou en micro-ondes prétendent que la question de nos dépendances en matière d'énergie trouverait une résolution en lançant nos machines à laver à 2h du matin, tu mets en avant des nœuds à partir desquels penser l'ordonnancement énergétique des territoires, qui dépassent les cloisonnements disciplinaires, les champs de spécialisation ou les pures connaissances techniques, en matière d'ingénierie par exemple. Et tu penses en effet les questions attenantes à l'énergie, au système technique, à l'espace, au temps, à la politique et à l'économie comme interdépendantes. Donc ça sera vraiment un aspect à préciser pendant notre entretien. Pour présenter un peu mieux ton approche, son originalité et les prises que tu proposes, on est revenu sur plusieurs de tes travaux. Donc tu es historienne de l'architecture, maîtresse de conférences à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, et chercheuse à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, au laboratoire Infrastructure Architecture Territoire. En 2019, tu publies aux éditions Métis Press un ouvrage intitulé L'ordre électrique, infrastructure énergétique et territoire, où tu t'intéresses aux impacts spatiaux des infrastructures électriques en Europe et aux États-Unis, dans le but de proposer à la fois une perspective historique et des pistes théoriques qui mettent en lien les disciplines de l'aménagement du territoire et l'objet de l'énergie. Ton travail prend pour cadrage disciplinaire différents travaux issus des STS, qu'on appelle parfois en France études des sciences et des techniques, politique des sciences ou études des systèmes socio-techniques. Donc ça fait beaucoup d'acronymes, mais c'est pas si vénère que ça. Au sein des STS, il s'agit de plus penser les activités scientifiques et politiques comme deux catégories cloisonnées. Les STS proposent tout à la fois de penser le gouvernement par la science, donc interroger les processus par lesquels les pouvoirs publics peuvent trouver des solutions technologiques à des questions politiques, par exemple dans le cadre de la géo-ingénierie. Mais les STS interrogent également les principes de fonctionnement et d'émergence de politiques scientifiques, en matière aussi de régulation ou de protection de l'environnement. Ton travail concerne plus particulièrement ce qu'on appelle les LTS, donc STS, LTS. Les LTS, c'est les Large Technical Systems, en français on dit macro-systèmes techniques, qui qualifient l'équipement énergétique d'un territoire donné, en lien avec ses réseaux de services. Dans ton livre, du coup, tu viens mettre en lien les infrastructures électriques et les LTS dans leur prise numérique, on va dire. Et du coup, pour commencer, si tu veux bien nous expliquer, au-delà de toutes ces considérations disciplinaires, ce qu'il en était dans le livre. Et on montre l'autre livre aussi. Et on montre l'autre livre, parce que quand même, le 23 septembre, aux éditions Divergence, sortira À bout de flux. Donc écrit par Fanny Lopez, qui est du coup une partie de ton HDR, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une partie de l'HDR et puis d'autres petites choses aussi qui sont venues se greffer en cours de route, et en effet qui prend un peu l'objet, ou en tout cas qui part de l'infrastructure numérique, enfin d'un cœur de data center, pour très vite rejoindre les grands réseaux électriques, puisque moi c'est vraiment, disons, mon objet un peu d'étude, et comme tu le disais, les liens entre l'aménagement du territoire, l'histoire aussi de l'urbanisme, et l'histoire de l'électricité, donc vraiment au croisement de ces deux choses, quoi, un peu histoire des techniques, histoire de l'urbanisme, et les infrastructures comme objet. Alors c'est marrant parce que marrant c'est pas le terme, mais la notion d'infrastructure, pour faire un peu le lien avec cette question des grands systèmes techniques et des LTS, elle apparaît à la fin du 19e, c'est une notion qui renvoie à la question des fondations, infra c'est ce qui est dessous, c'est vraiment les sous-bassements, ça vient du vocabulaire et du champ de l'ingénierie, et puis ensuite ça va pas mal se répercuter dans les débats, progressivement dans les débats publics, dans les années 70, et puis aujourd'hui on parle beaucoup d'infrastructures, et dans les années 80 en effet il y a pas mal d'historiens, philosophes, sociologues, anthropologues des techniques, notamment aux États-Unis, qui ont un peu initié et travaillé sur cette notion de grand système technique, et notamment un très beau bouquin qui a pas été traduit, si je dis pas de bêtises, Network of Power, un historien des techniques qui s'appelle Thomas Parks Hughes, fin des années 80, qui participe à établir, à détricoter cette notion, et qui, dans ce bouquin en particulier, dit que, avec l'électricité, il y a quelque chose d'assez particulier qui se pose d'un point de vue des systèmes techniques. Déjà une première, on pourrait dire, fusion des machines qui va advenir de façon encore plus manifeste avec le numérique. Cette électricité qui apparaît un peu comme le grand liant énergétique de la modernité, et que quelque chose d'assez spécifique se passe à ce moment-là, même si, en fait,
fait, la question des grands systèmes techniques, et ça, je trouve que c'est intéressant de le rappeler, en fait, on pourrait la trouver dans des empires, dans des civilisations qu'on appelle dites, pré-capitalistes. C'est l'historien marxiste Carl August Wittfogel, que tu connais peut-être pour avoir bossé sur l'hydro, qui avait travaillé sur ce qu'il appelait les civilisations hydrauliques et la façon dont certains empires, notamment en Chine et en Égypte, avec une bureaucratie immense, en ayant aussi recours à l'esclavage, etc., et avec une maîtrise totale de l'irrigation et des canaux, enfin vraiment la structuration de très grandes infrastructures, avait, en fait, réussi, parvenu à dessiner des empires, ça, plus le contrôle des semences. Mais en tout cas, voilà, cette notion de grand système technique, je trouve intéressant de rappeler que, évidemment, elle n'est pas née avec la période industrielle et le moment où, on a toutes les énergies fossiles qui devient, structurelle qui est quand même un moment très fort du 19e et où, en effet, avec l'électricité, les grands systèmes techniques vont se développer dans de nombreuses régions du monde, mais on peut la trouver à d'autres moments de l'histoire, avec ce rapport très fort de domination, de gouvernance, de centralisation et d'une bureaucratie aussi associée à cette centralisation. Voilà un peu pour... Je veux bien juste reprendre le nom Carl August. C'est pas dans ma bibliographie. Carl August Wittfogel, le despotisme oriental. Okay. Je crois qu'il y a Staline sur la couverture. Parce qu'après, il va jusqu'à... Après, c'est aussi une critique de l'électrification de l'URSS dans les années 20-30. Ok. Je crois que c'est dans l'ordre électrique. Du coup, tu définis les macrosystèmes techniques comme ces objets qui assurent la permanence technique et culturelle d'entités infrastructurelles qui sont le socle de l'expansion des grandes puissances économiques mondiales. Dans l'ordre électrique, ce que tu désignes, c'est donc, du coup ce nouveau paradigme de l'environnement construit au sein des pays industrialisés du Nord depuis la fin du 19e et tout au long du 20e siècle, où les ensembles techniques, en l'occurrence les systèmes électriques, et les sources d'énergie portent en réalité des modèles économiques et politiques qui déterminent, orientent et conditionnent un rapport particulier aux ressources. Du coup, dans la bout de flux, tu proposes de t'intéresser aux réseaux de transmission et de distribution de l'électricité depuis leur matérialité et par, du coup, l'étude de l'objet numérique. À la fin de l'introduction de ton livre, je lis un passage, parce que c'est... Je vais le retrouver. Page 12. C'est super ton livre. Ouais, c'est ça. Tu dis... L'analyse des connexions infraterritoriales du numérique révèle une infrastructure électrique à bout de flux. Saisir le numérique par sa matrice électrique, c'est recomposer une intelligibilité matérielle. Éclairer la matérialité du grand système technique électrique peut préfigurer de profondes restructurations, d'inévitables démantèlements. L'enjeu, débrancher des segments, réinventer des liens techniques sans forcer ni arraisonner le vivant. Repenser les structures et la gouvernementalité des réseaux pour bâtir d'autres communs techniques. Fin de citation. Pour poursuivre, dans le premier cas d'étude de ton livre, c'est les data centers. Donc beaucoup de choses ont été écrites et c'est un peu un objet qui fascine. Ça incarne à la fois les nouvelles possibilités de télécommunication, les enjeux de stockage, à la fois industriels et communicationnels à des échelles immenses, en même temps tout en étant complètement invisible, quoi. Moi j'ai appris vraiment juste en cherchant avec précision et acharnement que dans Paris il y avait des endroits qui hébergeaient des data centers, que Plaine Commune était un endroit historiquement marqué par des investisseurs, par Bouygues, par Orange pour stocker leur data center là-bas. Mais du coup, si ça te va de revenir un peu sur les enjeux autour de ces objets-là qui sont assez intéressants. Oui. Peut-être dire aussi, comme tu l'as souligné, c'est parce que en effet, c'était présent dans ces deux bouquins, dans celui d'avant aussi, la façon dont les infrastructures, il y a la notion de structure qui est hyper fondamentale. Donc il y a une approche aussi qui est très matérialiste, sur laquelle j'insiste pas mal dans mes travaux, où c'est en effet les infrastructures et notamment les infrastructures électriques. C'est l'accélération, quoi. C'est vraiment les infrastructures de l'accélération et que l'on retrouve encore plus fortement dans le numérique. Et finalement, je suis aussi arrivée au numérique par le fait que, tournant des années 2000, il y a la notion de smart grid, de smart city, etc., qui a un peu envahi l'imaginaire des décideurs, du marketing urbain, etc. Même si finalement il y a eu assez peu de projets réalisés, que finalement le projet de la numérisation est aussi passé par d'autres
par d'autres segments que par des capteurs partout sur les réseaux. Enfin, c'est des choses qui sont pas trop au point encore. Enfin, c'est assez compliqué. Et tout ça pour dire, oui, que je suis arrivée au numérique par l'électricité, et comme tu le disais, il y a des travaux qui ont été faits sur les data centers qui sont sortis assez récemment. Enfin, je voulais aussi mentionner que un peu une des origines de ce travail, ou en tout cas ce lien entre électricité et numérique, c'est un travail qu'on avait fait avec Cécile Liguet, une collègue, dans le cadre d'une recherche pour l'ADEME en 2018, où on avait regardé l'impact énergétique et spatial des data centers, et ce qui, un peu en tout cas, on disait que l'originalité de notre approche, c'était regarder les choses d'un point de vue de l'urbanisme aussi, et de voir à quel point aussi les acteurs publics, les opérateurs publics traditionnels de la ville, donc opérateurs réseau, de services urbains, des services d'urbanisme, étaient complètement largués, entre guillemets, face à ces titans privés du numérique, donc ce rapport privé-public aussi qui est très fort, qui viennent, qui s'installent, qui viennent pomper de l'électricité sur les réseaux publics d'électricité, enfin les réseaux publics, Enedis notamment, ou RTE, sont dans l'obligation de donner ce qu'on demande sans, disons, questionner sur c'est pour qui, c'est pourquoi, et se positionner aussi comme grand bâtisseur d'infrastructures. Donc je le dis à un moment donné dans le bouquin, et parce que dans le cadre d'entretien, plusieurs fois, il répète, au 19e siècle, on construisait des gares, au 20e siècle, on construisait des centrales, aujourd'hui on construit des data centers, donc positionnement, pouf, alors que, voilà, du coup cette dimension privée aussi, ce rapport privé-public était assez important. Donc voilà, donc peut-être la particularité de l'approche, c'est à la fois la question spatiale et urbaine, et aussi d'être allé voir les opérateurs de réseau et d'avoir essayé de comprendre quel impact le numérique avait sur les réseaux électriques et sur l'électricité, et donc ce fonctionnement super particulier, puisque c'est des objets où il y a des doubles voire triples connexions au réseau électrique, qui consomment de très grandes quantités d'électricité, qui se retrouvent dans des situations assez complexes, et même les opérateurs historiques traditionnels de transmission, donc les très grands réseaux, RTE en France et Enedis pour la distribution, se retrouvent dans des situations difficiles. Enfin, il y a des conflits d'usage sur des territoires, tu mentionnais pleine commune, il y en a d'autres dans plein de régions où en fait il y a eu des tensions, puisque quand sur un poste source, il y a un certain volume d'électricité, si quelqu'un arrive et prend pouf les 50 ou 60 derniers mégawatts, il faut 8 ans ou 7 ans pour construire un nouveau poste source. Donc tout ça, c'est de l'infrastructure, c'est des coûts d'infrastructure publique qui sont payés par nous, les citoyens, sur nos factures, parce qu'il y a une partie des factures qui va aussi à l'entretien du réseau. Donc c'était aussi tout ça, un peu la particularité de ce regard, de voir ce que le numérique faisait aux infrastructures électriques, et ce que ces entités qui ont en plus des moyens capitalistiques complètement hallucinants, venaient finalement perturber des services publics qui sont complètement dans des difficultés déjà hallucinantes. On voit le parc électrique français, nos réseaux aussi, ils nécessitent des investissements aussi très forts. Voilà, donc bon, j'ai peut-être un peu, je sais pas, dévié, je sais pas où, mais bon, voilà, j'ai pris un fil, je sais pas si c'était bon, mais ouais, donc c'était un peu pour spécifier, pour dire peut-être la particularité de l'approche, si je devais définir la particularité de l'approche de ce livre, au-delà de la question de l'invisibilité, de cette fascination en effet, matérialité, immatérialité du numérique, en effet, oui, dans les années, mais ça du coup c'est aussi intéressant de le mettre en parallèle avec l'histoire et la théorie urbaine, et de rappeler que tout un ensemble de technologies ont toujours beaucoup fasciné le champ de l'architecture et de l'urbanisme, et que le numérique, alors avant, on va dire l'informatique, toute l'histoire de la cybernétique, ça a pas mal fasciné les architectes et les urbanistes. Et puis dans les années 70, 80, il y a des projets de villes cybernétiques, on se demande ce qui va se passer, les discours dans le champ de la théorie urbaine se demandent cette déflagration du virtuel, ce qu'elle va provoquer. Il y a quand même un moment où en fait on était avant la naissance de Google, de Facebook, de ces grands, de tous ces majors qui du coup ont transformé la ville d'une certaine façon, et rappeler aussi que pour se repositionner peut-être un peu dans la discipline urbanisme qui est là, moi un peu mon champ, que aussi toute l'histoire de l'urbanisme, en tout cas l'urbanisme moderne, c'est l'histoire de l'urbanisme des grands réseaux. On a notre histoire urbaine, l'histoire moderne, c'est l'histoire des réseaux de services urbains. Voilà. Et donc, c'était rappeler ça.
Et arriver à ce moment aussi smart grid qui apparaît un peu comme une sorte d'objet ou d'outil de résolution ou d'outil. Enfin, l'urbain va être performé, enfin l'urbain et ses réseaux, parce que quand on parle de l'urbain, en fait, on parle souvent de ses réseaux, de ce qui permet d'en accélérer les flux, la vitalité, etc. Tous ces travaux, ou en tout cas toutes ces discussions sur la Smart City, sur la Smart Grid des années 2000, en fait, ont vachement emmêlé, quoi. Enfin, l'urbain, la ville, le numérique, c'est quoi les smart... enfin, voilà, du coup... Et à ton avis, pourquoi ça n'a pas pris... pour un peu recontextualiser... je pense beaucoup de lecteurs de lundi matin voient à peu près ce que c'est, mais l'espèce de mode smart, grosso modo, ça consistait à dire on va mettre des capteurs sur un peu tous les flux d'électricité, d'eau, etc. Pour, en fait, smart, c'est au sens d'intelligent, donc la ville intelligente qui va donc un peu s'auto-réguler pour optimiser la consommation, etc. Et donc c'est effectivement présenté comme l'espèce de prochaine révolution cybernétique, on va dire l'étape, la nouvelle étape de la cybernétique. Et c'est vrai, enfin moi je m'étais pas trop fait la remarque, mais nous on avait vu beaucoup de ces trucs-là il y a quelques années, et j'ai l'impression qu'en dehors des questions de caméras de vidéosurveillance, etc., j'ai l'impression qu'on n'en entend plus trop parler, donc comme si c'était un petit peu en suspens. Et toi tu te l'expliques je pense qu'il y a eu pas mal de trucs sur la domotique, il y a toujours tout un tas de secteurs qui bossent quand même, et sur lesquels il y a quand même des investissements assez hallucinants pour continuer à faire des travaux, enfin la recherche, les capteurs. Mais j'ai l'impression que là où ça a marché, et en fait c'est peut-être ce qui va nous rester de ce moment-là, c'est en fait sur les réseaux électriques, du coup, la gestion des flux bidirectionnels. Avant, on produisait de l'électricité ici, elle était acheminée par les grands réseaux RTE, par les plus petits Enedis, elle arrivait là, on avait une ligne d'un point à un autre. Là, les flux sont bidirectionnels, l'intégration des énergies renouvelables, donc qui sont venues s'ajouter à la production du nucléaire, ni la remplacer, ni rien, mais vraiment s'ajouter dans sa présentation qui a eu des scénarios RTE. Le directeur disait pourquoi choisir quand on peut avoir les deux, le nucléaire et les renouvelables. Donc il y a une sorte d'addition, et pour le coup les systèmes numériques sont devenus un outil qui ont permis en réalité, je pense, de sauver en partie le réseau électrique tel qu'il était constitué, parce qu'en fait au début des années 2000 on avait aussi un réseau qui était un peu vieillissant. Alors en Europe, différemment des États-Unis, il y a quand même des investissements assez forts qui ont été faits, donc le réseau électrique il est en meilleur état. Aux États-Unis, dans certaines zones, et on le voit aussi avec les viaducs, les routes, on a un effritement, une obsolescence de ces grandes infrastructures avec la libéralisation qui est passée par là, donc vraiment des gros soucis d'entretien, et j'ai l'impression que sur cette question de l'intelligence des réseaux, là où ça a pris, c'est là-dessus, c'est sur les réseaux électriques. Il y a des moyens immenses qui ont été mis pour intégrer les énergies renouvelables sans modifier l'architecture des réseaux, parce qu'on aurait pu faire d'autres choix, parce qu'en fait tout ça coûte quand même un fric fou, et c'est pas fini. Et dans la présentation des scénarios RTE, on voit bien que tout le projet de l'électrification des usages, en fait, il repose sur la flexibilité. Donc c'est demain, grâce à nos téléphones, nos trucs, la batterie de la voiture, et une batterie sur laquelle on peut se brancher pour faire je sais pas quoi, tout communique, partout on peut produire de l'énergie, avec notamment le renouvelable, il faut y aller, et ça vient augmenter, et cette citation de Gunther Anders là que je citais, les frigos n'étaient plus des frigos, les radiateurs n'étaient plus des radiateurs, tout ça veut dire qu'il y a une sorte de fusion. Est-ce que je peux la lire ouais. Donc je pense que quand on parle de Smart City et de Smart Grid, en fait ça résume, c'est ça qui est advenu finalement, en plus de toute la société de surveillance et du contrôle de nos poches. Alors attendez, faut que je la retrouve aussi. Parce que évidemment j'ai corné plein de pages. Ah non, elle est là. Alors elle est longue, faut que je me concentre. Alors, Gunther Anders donc, tout à coup il s'avéra, ou plutôt, car bien sûr on le savait déjà, il devint terriblement clair à tous qu'il n'y avait plus un seul appareil qui ne soit un appareil individuel, plus une seule machine qui demeure une machine individuelle. Les réfrigérateurs n'étaient plus des réfrigérateurs, les métros des métros, les ampoules des ampoules. Plus aucune chose n'était elle-même, parce que chaque élément était devenu si exclusivement une bouture de la plante centrale qu'il ne pouvait que perdre son sens si l'instance centrale tombait en panne.
Ou cette formule n'est pas moins légitime parce que chaque bouture, du fait que non seulement elle dépend de toutes les autres, mais que toutes les autres dépendent d'elle, était devenue l'instance centrale du réseau. Peu importe soudain, il fut clair pour chaque que le rêve utopique des machines de fusionner un jour en une unique machine totale ne peut pas seulement nous remplir d'espoir, il doit aussi nous remplir d'effroi. Et donc c'est l'obsolescence, un texte qui s'appelle L'obsolescence des machines, qui est dans le tome 2 de L'obsolescence de l'homme et qui date des années 60. Et donc c'est toute cette question de ce rêve de la cybernétique qui date de l'après-guerre, de la grande fusion et de la gestion du contrôle des sens. Et je pense que oui, le réseau est le lieu, l'objet technique par excellence où ça s'est réalisé. Ton hypothèse, pas ton hypothèse, mais ce que tu dis, c'est que cette espèce de méga machine, ce qui l'incarne le mieux, c'est l'électricité. C'est le réseau avec l'outil numérique qui permet ce. Et justement, peut-être que c'est passé un peu vite, là, peut-être qu'on ne suivra pas la progression paginaire, je sais pas si c'est un mot qui existe, du livre, mais à la fin du livre, tu mets en avant la nécessité pour renouer avec un enthousiasme technologique émancipateur de révéler d'autres systèmes réticulaires que justement cette espèce d'embranchement interminable de chaque système et au final toujours lié à tel autre système. Et en fait, on peut plus penser de démanteler une infrastructure énergétique, on peut plus penser comment elle fonctionne vraiment pratiquement parce que tout semble trop loin et trop fort, on va dire. Bref. Ça, oui, pardon, je voulais pas Non, mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu en effet des utopies un peu de la réconciliation technique. Tout à l'heure, on parlait un peu de Simondon avec cette image du régleur des machines, de cette anthropologie des techniques, en disant, en fait, alors du coup, on est dans l'après-guerre, dans les années 60. On voit bien que la situation de technologique est assez différente, mais c'est quand même important de revenir à ça parce qu'ensuite, la théorie de l'acteur réseau a poursuivi un peu dans ce sens, dans une ligne un peu héritière de Simondon, les travaux de Latour, Calon et bien d'autres, qui défendaient Simondon, cette figure, et qui est une figure très belle du régleur, le régleur et la régleuse des machines, on pourrait dire, quand on pense low-tech, quand on pense émancipation technique, il y a tout ça qui revient très fortement, la possibilité de comprendre, de voir, est une des caractéristiques des grands systèmes techniques qui a été démontrée par tous ces historiens et historiennes des techniques, était notamment ce réseau d'experts, cette opacité, cette très très grande échelle qui éloigne en permanence. Alors il ne s'agit pas de dire qu'on va tous tout bricoler à des petites échelles parce qu'à un moment donné il y a des économies d'échelle qui font que on peut imaginer des grands réseaux ou des objets techniques de grande ampleur, mais voilà, donc cette utopie-là un peu réconciliatrice, il me semble qu'aujourd'hui elle est très dure à tenir parce que la très grande machine elle est face à nous. On repense Zapico, il s'appelle, c'est un chercheur, un historien de l'électricité espagnol qui avait fait sa thèse et qui avait montré la façon dont pendant la commune de Gérone et de Barcelone, les syndicats d'électriciens s'étaient réappropriés l'outil de production, avaient tiré des lignes ici ou là, est-ce que tout ça n'est absolument plus comparable aujourd'hui? Alors il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait impérativement revenir à ce moment de l'histoire où d'ailleurs au début de l'histoire de l'électricité, c'était de sociétés privées aussi qui géraient tout ça, donc les monopoles ont été aussi créés pour calmer en partie les appétits trop gourmands et économiques des entreprises, mais malgré tout on avait quand même des régies municipales, il y avait un communalisme électrique dans les années 1890, 1910, donc je pense que là aussi il y a des choses à chercher de ce côté-là, avec des effets d'échelle qui étaient et des propositions tout à fait intéressantes, ce qui n'empêchait pas de la solidarité territoriale, parce qu'on peut imaginer de la distribution, en tout cas une reprise en main de la distribution par des communes ou à des échelles biorégionales, puisque c'est un terme qui revient souvent sans que non plus trop fracturé, ou en tout cas en essayant quand même de penser un système de secours à une très 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 grande échelle. Donc ça c'était un point qui me semblait important, voilà, cette difficulté aujourd'hui face comment la compréhension de ces objets-là, et d'ailleurs c'est quelque chose en fait on n'a pas trop, c'est compliqué d'en parler quand on parle du grand réseau électrique, on dit comme quand
on vous dit vous n'y connaissez rien, c'est très compliqué. Enfin, il y a aussi une sorte d'hégémonie aussi autour de ça. Enfin, ça a été très compliqué à construire. Il y a eu des investissements. Il n'y a pas de débat sur la structure même du réseau. Or, aujourd'hui, on voit bien, notamment avec le nucléaire, plus de 70% de l'électricité en France, la moitié des réacteurs qui sont à l'arrêt. En fait, toute la machine productive, elle est dans une situation absolument catastrophique. Est-ce que c'est pas le moment de se poser la question de la structure, mais comme une fenêtre historique en fait, au moment où il y a un décrochage d'une très grande partie de l'appareil de production, ou d'autres objets qu'on pensait qui allaient durer, alors non pas éternellement, mais peut-être bien plus longtemps, en disant l'hydroélectricité, peut-être c'est ce qu'on va conserver. Mais on voit qu'il y a des zones avec les pénuries d'eau qu'il y a eu cet été, où en fait le réseau électrique aussi, ça va pas être évident. Donc qu'est-ce qu'on garde, comment peut-être travailler à des reconfigurations structurelles. Et là oui, j'insiste sur la notion de structure, parce que quand on parle d'électricité dans les débats, alors Négawatt qui a fait aussi qui a fait des très beaux travaux, enfin il y a pas mal de... En fait on parle de la production essentiellement, on parle très rarement de la distribution et de la transmission. Or aujourd'hui, et on l'a vu dans les scénarios RTE, en fait il faut, si on veut que le système tienne tel qu'il est, en fait, il faut des investissements qui soient absolument colossaux. Ces investissements, on pourrait imaginer les remettre ailleurs, reconfigurer les choses. Alors oui, c'est notre boulot, mais peut-être on ne peut pas en faire l'impasse, ou en tout cas, il faudrait... Je me permets de reformuler un petit peu... Mais pour les gens qui regardent, c'est que c'est tout l'intérêt de tes travaux, qui en rejoignent d'autres, mais tout l'intérêt, c'est de postuler que derrière ces infrastructures qui apparaissent, qui nous sont présentées en tout cas comme neutres, voilà, on a de l'électricité, il y a EDF, machin, en réalité, la forme même de ces infrastructures est fondamentalement politique dans le sens où elle a été décidée dans un certain sens, mais aussi où elle coïncide avec un certain type de régime politique. Bon, en France, on a vraiment l'exemple le plus saillant qui est le nucléaire. C'est-à-dire qu'une des particularités du nucléaire, c'est que il n'y a qu'une société excessivement centralisée qui peut gérer, si tant est qu'elle parvient à le gérer, mais qui peut gérer quelque chose comme le nucléaire. Si l'État français se disloquait, se poserait immédiatement la question extrêmement urgente de comment les démanteler très vite pour pas qu'elles explosent au nez de tout le monde. Donc voilà, le nucléaire correspond, et c'est pas un hasard que ce soit en France, France, pays de la centralisation, pays de l'État, voilà. Et voilà, donc tout l'intérêt, c'est de faire le rapport entre c'est de démontrer que ces infrastructures sont absolument pas neutres. Et donc forcément se pose mécaniquement la question de qu'est-ce que ce serait d'autres types d'infrastructures qui correspondraient à d'autres idées du pouvoir ou du démantèlement du pouvoir. Et j'ai l'impression que, alors ça tu t'en parles à la fin du livre, mais c'est peut-être qu'on en parle après, mais je pense que là ce qui est un petit peu amusant avec de grosses guillemets dans la période là tout de suite maintenant avec la crise avec de l'énergie russe, etc. C'est que ces questionnements-là qui se posaient, on va dire, pour des gens politisés, qui disent comment est-ce qu'on pourrait imaginer les choses autrement, j'ai un peu l'impression qu'il n'y avait que dans ces zones-là qu'on se posait la question des infrastructures, et là tout à coup, avec le fait que tout flanche, et que, en tout cas que tout déconne un peu, parce que tu disais juste avant, les centrales nucléaires qui sont censées nous sauver de tout, finalement fonctionnent pas, les barrages, il n'y a plus d'eau, et donc d'un seul coup, en fait, même du point de vue des gens qui défendent cette organisation sociale-là, il y a aussi une petite nécessité à repenser les choses en pénurie, vu que de toute évidence, ils n'y arrivent pas. Les infrastructures capotent un petit peu, quoi. Non, mais en tout cas, c'est super intéressant, oui, de rappeler que ces infrastructures-là, on dit aussi souvent, c'est des régimes socio-techniques dont il y a la dimension sociale, et en effet, oui, un projet d'infrastructure, on peut dire, c'est un projet de société. Derrière, c'est l'organisation, la circulation des flux, c'est une économie. Sur ces débats aussi, centralisation, décentralisation, j'aime bien aussi toujours citer le travail d'un collègue qui s'appelle François-Mathieu Poupeau, lui qui a travaillé sur l'électricité et les pouvoirs locaux en France, des années 1870 aux années 1970, donc presque un siècle, et il montre même, pour dire à quel point en fait il n'y a pas de consensus, la forme énergétique qu'on a aujourd'hui, en fait on aurait tendance à croire que tout le monde a toujours été d'accord, on a ça, il n'y a rien de mieux, il faut continuer, il faut la renforcer, il faut la performer. Non, en fait, ce modèle qu'on a là aujourd'hui, en fait il hérite de batailles de courants, d'échelles, en fait de batailles politiques qui ont été une violence inouïe à la tête même d'EDF,
EDF au moment de sa création en 46 et puis dans les années qui ont suivi, avant qu'on décide que la forme de la grande structure du réseau, vu qu'en fait on a fait fusionner l'ensemble des micro-réseaux électriques, allait devenir hyper centralisé. En fait, il y a des partis politiques, des ingénieurs qui ont défendu des visions totalement différentes, enfin, ont mis des plans sur la table qui étaient cohérents techniquement, enfin des choses avec des grands débats sur des visions très déconcentrées et décentralisées avec des établissements publics de distribution. Donc voilà, donc le système qu'on a aujourd'hui, c'est un choix technique qu'on a fait à un moment donné, comme tout un tas d'autres choix qui résultent aussi d'idéologie, parce qu'en fait, enfin voilà, ça l'est évidemment. Et il y avait aussi d'autres modèles, et peut-être ces modèles, en effet, aujourd'hui, c'est important de les questionner au moment où on voit que la structure se casse la gueule, enfin clairement. Alors, je veux pas court-circuiter ton truc, mais enfin non, mais sinon oui, c'est même pas une blague, mais je sais pas, c'était involontaire. Non, mais parce que ce qui est amusant, c'est que très souvent dans la discussion publique un peu comme ça générale, il y a l'idée que ce qui s'opposerait, enfin plutôt dans les milieux alternatifs, il y a l'idée que ce qui s'opposerait à l'espèce de méga machine nucléaire, cybernétique, blablabla, enfin l'espèce de monstre d'énergie qui nous tient, que ce qui s'y opposerait, ça serait un niveau très local. En gros, c'est ma petite éolienne et mon vélo sur lequel je pédale, et c'était ta question. Et je fais tourner ma machine à laver avec moi. Et toi, justement, alors même que tu es, on va dire, très critique de l'infrastructure comme elle est conçue aujourd'hui, t'es pas tout à fait convaincu. Où je dis attention, parce que moi j'ai fait ma thèse sur la question de l'autonomie énergétique, j'ai regardé un peu une histoire de la pensée décentralisatrice dans un bouquin qui est publié en 2014 aux éditions La Villette qui s'appelle Le rêve d'une déconnexion. Enfin, c'est vraiment une histoire de l'autonomie énergétique et la façon dont tout un tas de figures, autoconstructeurs, ingénieurs, architectes, ont travaillé sur des utopies techniques de la petite échelle, et parallèlement au développement des grands réseaux, en fait, on a eu des contre-projets d'infrastructures, et qu'au moment même où il y avait une utopie de la connexion, c'est-à-dire dans les années, on va dire 1900, il y avait des gens qui déliraient en disant on va avoir une grande maille électrique qui va traverser le continent africain dans des perspectives aussi hyper colonialistes, puis en Europe, enfin il y avait une sorte de, utopie, il faut mettre plein de guillemets, enfin plutôt une dystopie là, bien sûr, de la connexion. Il y avait aussi d'autres visions, c'est plutôt la vision de la connexion à très grande échelle qui s'est réalisée, et moi j'ai regardé des micro-projets à des échelles super communautaires, affinitaires, portés par des architectes, dans des territoires aussi ruraux, etc. Donc je pense que c'est quelque chose de super important, la dynamique autonome, sécessionniste, etc. Enfin, elle est indispensable, elle est super importante pour plein de raisons, mais je pense que ça suffit pas. Et du coup, à la fin, là, je donne un peu de quelques pistes. Alors, il y en a probablement d'autres, elles sont imparfaites, mais c'est, disons, pour ouvrir un peu le débat. Et il y a un premier point, c'est alléger les réseaux, augmenter l'autonomie. En effet, déjà pour alléger les réseaux, il faut augmenter l'autonomie partout où c'est possible. Alors faire de l'autonomie énergétique dans des tissus urbains hyper denses et dire je suis autonome, j'ai mon petit réseau, là je pense que ça n'a pas trop de sens, même comme dans certaines communes rurales où, à un moment donné, il y a des économies d'échelle qui sont importantes. Par ailleurs, la micro-autonomie électrique garantit pas un projet émancipatoire non plus. Enfin, on peut voir qu'il y a des dérives, qu'il peut aussi y avoir des dérives. Donc il faut renforcer ça, c'est un segment qui est excessivement important, c'est tout le champ là de l'architecture et de l'urbanisme, tout un tas de principes liés au bioclimatisme, renforcer le solaire passif face au solaire actif qui apparaît comme une solution parce que économiquement aussi elle est rentable, c'est des panneaux, etc. Il y a toute une économie là-dessus, c'est tous les gens de l'atelier aussi des low-tech qui travaillent là-dessus pour défendre ces solutions qui sont un immense réservoir d'économie énergétique. Donc augmenter l'autonomie, ça passe par ça, par aussi possiblement d'autres systèmes, micro-éoliens, des groupes communautaires, en effet, et déjà augmenter l'autonomie, on n'a plus le même réseau. Enfin, si on dit qu'il y a 20% ou je sais pas 30% de ce qu'on consomme habituellement qui dans des communes rurales, dans des zones où c'est possible,
qui ont une autonomie énergétique. Il faut voir ce qu'on entend derrière, comment c'est géré, il y a des questions de gouvernance, etc. Quels sont les secours, s'il n'y a pas assez d'électricité sur place. Mais après, c'est des reconfigurations spatiales, enfin, on peut imaginer plein de choses à partir de là. Donc ça, voilà, c'est le premier plan pour dire que je dis c'est pas suffisant, je dis pas il faut pas le faire et c'est trop limitatif. Attention, oui, c'est pas juste la solution, on va partir dans les bois avec un chauffe-eau solaire et puis on va manger des baies, on va se cacher, tout ira bien. Enfin, après, ça peut être, voilà, pour plein de gens une solution, mais je pense qu'il faut aussi regarder d'autres choses, notamment aussi pour les réseaux électriques, des choses qui apparaissent complètement tabous et un peu délirantes pour les opérateurs réseau, mais c'est arriver à penser l'intermittence, c'est-à-dire que parfois si on mise une partie de la production sur du renouvelable, en fait, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Donc quand il n'y a pas, ça veut dire, alors, pas les hôpitaux, pas les centres de production, pas des nœuds hyper importants, mais il y a tout un tas d'activités, en fait, qui ne nécessitent pas, en permanence, enfin, ce que Disneyland a besoin, alors est-ce que Disneyland a besoin d'exister, ça c'est un autre souci, mais a besoin d'être branché dans notre monde de 7 jours sur 7 s'il n'y a pas d'électricité, mais en fait, non, c'est peut-être pas la priorité. Donc, et ça, c'est pas plus délirant que de construire des centrales nucléaires sur la Lune, comme propose la NASA, je crois, ou enfin comme des projets qui apparaissent comme des résolutions et qui sont hyper délirants dans le champ de la géo-ingénierie, etc. Donc regardez plutôt de ce côté-là pour baisser, en fait, baisser les consommations partout où c'est possible. Donc ça, c'est le deuxième point. Il y avait un projet au Canada qui s'appelait Follow the Wind, Follow the Sun, suivre le vent, suivre le soleil, donc pour certains types d'activités, en fait. Puis du coup, c'est notre rapport au travail, enfin, il y a plein de choses derrière, c'est tout un monde qui change, quoi. Parce que moi, ce qui me plaît bien dans le fait de... Enfin, j'ai bien compris que tu ne critiquais pas les tentatives localistes, mais en tout cas, dans le fait de dire qu'elles ne sont pas suffisantes, c'est que je trouve qu'en fait, ça recouvre, mais disons sur la question de l'électricité, une question politique beaucoup plus large, etc., qui est que, en fait, on est très souvent dans nos traditions politiques, toujours un peu tiraillé. En fait, il faut savoir si soit tu parles de la société en tant que masse et comment les gens, le peuple, la population, etc. Donc, ça, on va dire une espèce de lignée un peu marxiste comme ça, de comment est-ce que tu vas tout réorganiser d'un coup, donc soit la masse, soit la toute petite échelle, l'îlot, donc plutôt dans le truc un peu alternatif, quoi. Non, mais ce qu'il faut, c'est on part de notre petit truc et de nos petits gestes et de nos petites communautés, etc. Et alors qu'en fait, et donc ça, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu prisonnier d'une espèce de dichotomie là, qui en fait correspond, enfin, évidemment que le point juste, c'est un point qui arrive à déjouer ces catégories-là. Et moi, je tiens vraiment à l'idée que, enfin, pour moi, la question révolutionnaire aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la question des échelles, quoi. C'est-à-dire que par rapport, alors c'est un gros mot, les besoins, mais en tout cas, par rapport à ce qui nous est nécessaire pour la vie collective, etc., il y a des choses qui se posent, il y a des questions qui se posent à certaines échelles, d'autres qui se posent encore à d'autres, et en fait, tout l'enjeu, je pense que si demain il y avait une révolution, le premier enjeu de cette révolution, ce serait en fait, de se poser cette question des échelles, parce que c'est là qu'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, les problèmes sont jamais posés, le fait que l'action des échelles soit pas posée nous met face à des problèmes qui sont insolubles, où soit tu repars dans un truc de pouvoir horrible, soit tu repars dans un truc individualisant et impuissant. Et je trouve qu'en fait, il y a cette métaphore-là, en fait, elle fonctionne hyper bien dans ton... Non, mais c'est exactement ça, parce que un des points aussi, c'est penser la diversité infrastructurelle. Enfin, on est dans un monde technique qui est homogénéisé à outrance. C'est le système, tout est hyper unifié, parce que, oui, c'est plus efficace, machin, il y a partout les mêmes tuyaux. Mais en fait, on voit... non, donc, en effet, comment coupler des échelles différentes, penser le local, le régional, le national, à des moments... Enfin, on pourrait imaginer, c'est pour ça à la fin je m'abuse un peu sur une sorte de mécano énergétique de solidarité territoriale, ou une sorte un peu l'image de l'archipel, quoi. On pourrait imaginer des zones décrochées pour X raisons qui pourraient être justifiées, d'autres avec des micro-réseaux qui communiquent entre eux. Enfin, comment on pense, à quelles échelles? Alors c'est colossal comme chantier, parce que ça nécessite tout un tas de choses, ça nécessite de penser avec les territoires, que les territoires pensent aussi ça nécessite aussi, moi je pense qu'il faut aussi impérativement une échelle nationale de réseau, parce qu'à un moment donné, ou alors, quand on dit une échelle nationale, c'est juste territorial, quoi. Qu'à un moment donné, il y a un maillage territorial, parce que le grand truc du réseau, est-ce que, répète
permanence tous les défenseurs de cette grande échelle et qui est quelque chose de juste, c'est dire dans des localités où en fait il y a très peu de ressources, c'est bien qu'il y ait un point d'électricité pour faire tourner des machines, pour faire tout un tas de trucs. Et oui, en effet, donc comment on pense cette solidarité-là ? Voilà, ça nécessite pas forcément du tout. Et voilà, il y a une confusion entre la grande échelle et la centralisation qui est absolument collée, alors que non, on peut avoir une grande échelle et une gestion beaucoup plus décentralisée, déconcentrée. Et ça, je pense que c'est une piste, mais c'est du boulot, parce que penser la multitude et la diversité, c'est plus de conflits, c'est beaucoup plus de... Oui, politiquement, faut être fort. Et après, c'est peut-être une question qui est difficile à poser parce qu'en fait te la poser quand tu n'as pas les moyens de produire cette alternative, tu peux que faire une espèce de plan sur la comète. Oui, parce que c'est hyper confisqué, le débat sur l'énergie est hyper confisqué. Aujourd'hui, les seules choses qui sont possibles, c'est des communautés de producteurs qui se mettent ensemble et puis qui revendent, et puis c'est Clac et Enedis qui affinent la distribution, qui a le monopole de la distribution, parce qu'évidemment, toucher à ça, c'est... Ils se sont d'ailleurs très bien réappropriés les notions de communauté énergétique, d'autonomie énergétique. C'est assez troublant. Et là, ce qui est intéressant avec l'hiver qui s'annonce, c'est que là, quand même, par exemple, il y a strictement aucun débat sur comment va être gérée l'électricité ou ce qu'il en reste pour l'hiver, quoi. D'un seul coup, le fait que cette infrastructure elle est absolument détenue par le gouvernement et que personne n'a aucune prise sur ce qui est fait, quoi, comment, là c'est hyper saillant. C'est-à-dire qu'en fait on attend de savoir, c'est là quand on enregistre cet après-midi, ils sont censés annoncer un petit peu, Elisabeth Borne doit annoncer un petit peu ce qu'ils dans leur réunion secrète à l'Élysée. Non, mais c'est vrai que ce qu'ils ont décidé selon les différents scénarios et tout ça, mais la question de savoir à quoi va être utilisée l'énergie, et quand, comment et dans quelle limite, il n'y a aucun débat dessus, en fait, parce que c'est eux qui possèdent l'infrastructure. Alors que c'est un sujet qui passionne les gens, parce que ça renvoie à la question des nécessités vitales, donc aussi c'est sur la question de la quotidienneté, du sens et de l'usage de la vie, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est la question de l'autosubsistance qu'il y a derrière, l'autonomie, ça renvoie à des choses qui sont fortes et je pense qu'en plus il y a quand même des savoir-faire historiques à des échelles municipales. L'électricité c'était comme l'eau, c'était géré. Il y a eu donc c'est vrai que oui, il faut arriver à se rappeler tout ça. C'est pour ça aussi je pense que l'histoire des techniques, l'histoire de l'urbanisme et de l'électricité nous rappelle qu'il y a des antécédents conceptuels, expérimentaux. Ça c'est le bruit qui fait du bruit. Et que oui, toute l'histoire les solutions n'y sont pas, mais en tout cas ça permet cette question de la diversité infrastructurelle, on la retrouve aussi. Après, c'est un peu une décision de PMU, mais bon, il y a une possibilité de faire des PMU intelligents. Moi, c'est ce qu'ils ont annoncé spontanément. Donc, ils ont fait 3 scénarios, le gouvernement. Donc, le scénario le plus optimiste, tout va bien. Le scénario moyen et le scénario le pire. Et dans le scénario moyen, ils annoncent, donc, à savoir, une baisse de l'énergie, en tout cas des potentielles coupures, etc. Ils disent pour l'instant, on coupera en première instance, les entreprises. On imagine bien dans l'idée de pouvoir, que les citoyens ne se retrouvent pas être dans le froid et sans télé et à s'énerver trop rapidement. En même temps, en parallèle de ça, ils font une promotion assez agressive du petit geste, machine à laver, 2h du matin, éteignez bien votre lumière, et tout ça, donc probablement dans l'espoir que chacun incorpore l'idée qu'il est un petit peu responsable si ça coupe, mais là la question un peu PMUesque, c'est est-ce que réellement ils vont pénaliser, entre guillemets, choisir de pénaliser en premier les entreprises. Et je pense ça me semble vraiment pas du tout sûr, quoi. On peut quand même assez vite imaginer qu'à un moment donné la rationalité économique, qui est la rationalité du pouvoir, la première rationalité du pouvoir, qu'à un moment donné ils vont dire non les gars, en fait on vous avait dit qu'il fallait éteindre la lumière plus souvent, là en fait on va vous l'éteindre automatiquement parce que il faut bien que l'usine bidule truc ou le ceci cela ou tel data center évidemment, faut bien qu'il tourne parce que vous voyez, sinon non seulement vous aurez plus l'électricité, mais en plus de ça vous aurez plus internet. Alors et donc je pense qu'on va assister à
des points de conflit et de tension au sein de l'appareil d'État et aussi avec la population civile autour de la question de l'énergie qui vont être extrêmement intéressants, quoi. Surtout qu'en plus ça catalyse, là il y a la crise géopolitique qui est vraiment qui nous est une contemporanéité autour de ça. En parallèle de ça, il y a la crise environnementale et climatique qui partout fait des ravages sociaux, tout un tas de catastrophes. Une crise technique aussi qui frappe les infrastructures parce que y en a qui sont à l'arrêt. Toute la question de la maintenance, notamment du nucléaire, c'est tout un sujet. En fait, il y a quand même une situation et une superposition de crises qui touchent les infrastructures de l'énergie. Là, il y a une actualité autour de ça, qui fait qu'en effet on pourrait attendre des décideurs et des opérateurs réseau historiques aussi, qui disent tout le temps non mais en fait c'est aux politiques de décider parce que nous on exécute dans la tradition bien qu'il y ait d'autres visions qui soient portées et débattues, mais il y a quand même de grandes chances, surtout une fuite en avant. Quand on voit le discours sur le nucléaire, là en ce moment, c'est quand même hyper drôle. C'est qu'est-ce qu'on a eu raison de choisir le nucléaire alors que le nucléaire a jamais été autant une farce en France. Et donc tout le monde se réjouit de voir Jancovici faire l'apologie du nucléaire. Et c'est vraiment c'est catastrophique. Clara, tu avais une dernière question? J'avais une dernière question plutôt en prolongement sur les choses qu'on a déjà un peu abordées tout à l'heure. C'est il y a une partie de, je crois que c'est chapitre 5 où du coup tu reviens sur la théorie la théorie des dark ANT qui invite à, je cite, repenser les infrastructures comme des objets à détricoter, un monde à défaire plutôt qu'un monde en action et continuellement en train de se faire. Et ça c'est un piège qu'on peut avoir beaucoup, notamment dans ces contextes de prolifération des progrès techniques et de ces méga machines énergétiques dont on parle depuis tout à l'heure, de se dire en fait il faut quand même peut-être prendre au sérieux que ce monde-là est un monde où se multiplient les crises, et c'est ce que tu es en train de bien justement repréciser tout de suite. La question, ça serait donc, face à ce système réticulaire-là d'interdépendance, de penser d'autres prises territoriales, d'autres usages pratiques, qui du coup évitent les écueils du repli un peu autonome, localiste dont on parlait tout à l'heure, et tu dis dans ton bouquin, travailler les flexions de la technique, donc sortir la technique du champ accusatoire, afin de travailler ces flexions et ces modulations vers des avenirs différents. Et j'aurais bien aimé que tu développes un peu là-dessus. Je trouvais que déjà c'était très bien écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors juste je précise que cette très belle citation que tu as lue, c'est une citation qui vient du bouquin Héritage et fermeture de Landivar. Divergence aussi. Voilà, des éditions Divergence, Alexandre Monin et j'ai oublié Landivar, Bonnet et Monin, voilà, tous les trois. Donc c'est eux qui parlent de cette dark ANT, c'est pas moi je suis allée chercher parce qu'il y a tout un chapitre sur l'impossible cyborg, qui vient justement un peu de... qui raconte qu'en gros que cette figure du régleur en fait aujourd'hui elle échappe complètement, qui essaie de faire un peu un travail un peu d'historiographie, d'histoire des techniques sur l'évolution des notions, où je parlais un peu à la fin de la théorie de l'acteur réseau, et je finissais avec, parce que ça fait partie des choses que j'ai lues qui m'ont pas mal inspiré, que j'ai trouvé super intéressantes ces derniers temps dans cet ouvrage là. C'est eux qui font cette analyse là, qui parlent de cette dark ANT et qui disent les objets jaillissants, plein d'innovations, etc. En fait sont en train de s'effondrer, et donc c'était juste pour rendre à mes collègues ce qui était à eux là-dessus, et ensuite vers quoi tu m'amenais à la fin. Travailler ces flexions, ces modulations. Alors en effet, le dernier chapitre, comme ça, je teste un peu des hypothèses qui soient discutées, à mettre sur la table collectivement avec toutes celles et ceux qui s'intéressent à ces questions. Donc en effet, il y a alléger les réseaux, augmenter l'autonomie partout où c'est possible, organiser l'intermittence, inverser la hiérarchie historique du système électrique. Alors là, qui est un mot un peu comme ça. Donc ça, c'est un peu l'hypothèse redirectionniste en disant il y a des machines qui sont un peu là, lesquelles on garde. Est-ce qu'on peut les
les faire fonctionner dans une autre direction ou pas, donc ça c'est ce point-là. Et à la fin aussi, comment réutopiser la technique, dans le sens où on a eu beaucoup, ces derniers temps, on a beaucoup parlé du vivant, ce qui est très important, puisqu'il est dans une très mauvaise situation, humain ou non humain. Enfin voilà, les penseurs du vivant ont été très présents, et souvent la technique était en effet placée dans un champ un peu accusatoire, donc soit regarder un peu sous le prisme des nuisances qu'elle déployait, qu'elle développait, ce qui est une réalité, essentiellement là-dessus, soit sous l'angle de tout le discours greenwashing, sur l'innovation, sur tous ces trucs-là. Donc c'est un peu les deux axes-là. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, c'est qu'il y a une critique de la technique qui est nécessaire. Être technocritique, c'est pas être technophobe. Donc ce serait quoi aujourd'hui? Comment on peut repositiver la technique, retrouver une technique qui fait lien, même repenser cette notion de réseau. Le réseau, c'est aussi des liens entre des puissances d'agir, des individualités. C'est pas qu'un objet qui contrôle et qui enferme, même si ça fait partie, dans l'étymologie du réseau, c'est le filet. Il y a ce truc dans le réseau qui est très ambivalent, parce qu'à la fois c'est ce qui permet de lier, ce qui crée, donc il y a cette ambivalence-là. Donc comment faire remonter le pôle négatif à la fois dans le réseau, autour de cette notion de réseau, et plus largement travailler aussi sur des utopies techniques, mais qui pourraient être, là je dis n'importe quoi, je délire, mais je sais pas moi, des objets low-tech de grande échelle qui soient, comment on arrive un peu à repositiver ces choses-là pour pas juste se retrouver avec les ruines, les déchets et de ce dont on hérite. Et ça me fait penser à un très bel ouvrage aussi d'Alice Karabédian, qui est philosophe, qui s'appelle Utopie radicale, par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines, qui milite aussi un peu pour ça. Alors elle va chercher dans une science-fiction qui n'est pas la science-fiction mainstream, colonisatrice, extractiviste, etc., mais une science-fiction qui a fait de la technique, qui raconte aussi d'autres mondes techniques, où en fait, donc c'est un peu une tentative de refaire remonter ce pôle positif, avec toutes les prudences aussi qu'il doit bien sûr y avoir, puisque tout ça est très compliqué. Et je ne suis pas ingénieure. Nous non plus.